Bienvenue à cette conférence de presse de Business Mauritius. J'accueille tous les journalistes qui se sont joints à nous à travers de Zoom, ainsi que tous mes collègues de Business Mauritius, soit en présentiel ou même à travers Zoom. Donc hier, on a entendu le budget du gouvernement. Et nous, au niveau de Business Mauritius, on s'est joints ce matin pour débriefer un petit peu, mettre en contexte un petit peu ce budget, qu'est-ce que ça représente pour la communauté des affaires et pour le pays. Il est important de noter que ce budget a été préparé dans un contexte très particulier en ce qui concerne le Covid-19 et surtout la relance économique. Comme vous savez, beaucoup d'économies et aussi des entreprises font face à des difficultés énormes en ce moment. Donc, on voit que la productivité a été affaiblie, l'investissement est au niveau le plus bas, et puis il y a perte de human capital et aussi le underemployment de human capital. Pour faire face à cela, la Banque mondiale, dans le rapport de juin 2020, a fait des recommandations sur ce que les économies telles que l'île Maurice doivent faire post-Covid. Dans l'immédiat, ils ont recommandé des policy measures pour soutenir le système de santé et aussi modérer l'impact à court terme de la pandémie sur les activités économiques et l'emploi. Nous notons dans le budget qu'un portefeuille de 12 milliards de roupies a été annoncé pour le système de santé qui va dans la bonne direction. En ce qui concerne le long terme, les recommandations, c'est surtout les réformes globales pour atténuer l'impact de la pandémie sur les possibilités de croissance. On parle de gouvernance, l'environnement des affaires, étendre aussi les perspectives d'investissement, le capacity building. On a besoin des mesures fortes pour s'assurer de la compétitivité de nos entreprises à Maurice, la capacité des entreprises à se réinventer, à maintenir et aussi à créer de l'emploi. Nous devons pouvoir créer de la richesse, même dans les moments difficiles, pour pouvoir les distribuer. On a eu des annonces des réformes, telles que sur la pension et sur la fiscalité, qui va mettre énormément de burden sur les entreprises. On a annoncé un taxe, un levier sur le revenu, même s'il y a des entreprises qui font face à des difficultés énormes sur leur marge, sur leur profitabilité, va néanmoins besoin de payer ce taxe. Ça va réduire la compétitivité des entreprises et ça va aussi faire de Maurice un pays less attractive for investment and talent. Il y a certaines mesures qui ont été annoncées qui auront un impact sur le court terme. Ce sont des mesures de soutien plus que des mesures de relance. On a parlé des entreprises orientées vers l'exportation. C'est très important de mettre beaucoup d'emphase sur l'exportation qui génère le foreign exchange pour Maurice. On a aussi des mesures pour le textile, le tourisme, l'agriculture, le ICT, BPO. Ici, on a annoncé aussi le Technology Innovation Fund. Mes collègues vont prendre chacun de ces secteurs à tour de rôle. Sur le secteur financier, on a certainement des challenges en ce moment en ce qui concerne le FATF, le EC List. Il y a une intention dans le budget, mais on ne parle pas combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va l'implémenter. Il y a quelques mesures pour les perspectives de croissance sur le long terme, mais il faut mettre en place une structure, un framework, afin de pouvoir concrétiser ou translate ces annonces en measurable actions et pouvoir l'exécuter avec succès. On a parlé de l'industrie pharmaceutique, l'innovation, data technologies, aquaculture inland, le FinTech, Blue and Green Bonds, le Digital Economy et aussi sur les SMEs, le Venture Capital Market qui va aider les SMEs, qui est un composant important de l'économie à Maurice. Donc ça, c'est un petit peu notre very high level remarks au niveau du budget. Maintenant, je vais passer la parole à Kevin Ramkelawan, le CEO de Business Mauritius. Monsieur le Président, merci pour me donner la parole. Peut-être en introduction, se dire que nous attendions un budget post-Covid qui aurait donné une part forte à la santé, aux short-term measures pour pouvoir aider les entreprises à surmonter les mois qui viennent et un contexte de réforme pour aider à la croissance à long terme. J'aimerais particulièrement m'appesantir sur les short-term measures et l'impact de ces mesures sur nos entreprises dans cette intervention. Alors, nous avons noté une large part de stratégie de substitution à l'import
Il y a eu des mesures pour aider au business facilitation, mais cependant, nous attendions à plus de mesures par rapport aux loan guarantees et au payroll support pour emmener à un recovery de nos entreprises dans le court et moyen terme. Ce que nous avons vu dans ce budget comprend tout d'abord une aide au quasi-equity à travers le Mauritius, le MIC, l'agence qui va être gérée par la Banque centrale. Ce MIC peut aider les entreprises à avoir un niveau de capital qui les permettrait de continuer à se développer sur les mois qui viennent. Mais cependant, les mécanismes et les conditions qui sont liées au MIC restent à être clarifiés. Et à notre avis, devraient être clarifiés au plus tôt afin de permettre de bouger de l'avant. On ne voit pas d'extension de garantie bancaire. On aurait aimé qu'avec les 5 milliards et puis les 4,3 milliards, donc les 9,3 milliards de garanties bancaires qui avaient été annoncées quelques mois de cela, qu'on aurait une extension sur ces garanties bancaires. Mais nous espérons que le MIC permettra à aider à ce développement. Cependant, nous devons remonter que pour nous, le soutien aux secteurs qui sont durement touchés, qui sont en mode de survie, nous aimerions voir plus de soutien pour conserver l'emploi, mais aussi toutes les entreprises qui sont plus fragilisées. Quelques mesures de soutien aux PME, quelques bonnes mesures, qu'elles soient dans la construction, l'agriculture, l'industrie, les loans par la DPM. Nous avons vu aussi quelques points au niveau du factoring. Mais globalement, je crois qu'aujourd'hui, le point sur lequel nous voulons nous appesantir est la fiscalité. Nous voyons une accumulation des charges avec des charges additionnelles pour les entreprises à un moment où elles sont déjà très fragilisées. Nous sommes très inquiets par l'introduction d'un système fiscal qui va fragiliser encore davantage les entreprises avec une taxation nouvelle sur les chiffres d'affaires, quelque chose d'extrêmement nouveau, nous ne le connaissons pas. On a eu une taxation sur les profits dans le passé, mais le chiffre d'affaires, être taxé sur le chiffre d'affaires pénalise toutes les entreprises indépendamment. Celles qui font de l'argent ou celles qui perdent de l'argent devront payer cette taxe, et cela à un moment où nous faisons face à la plus grande crise de l'histoire moderne de notre pays. Nous sommes aussi inquiets par le fait qu'il n'y ait plus d'harmonisation entre les étrangers et les résidents au niveau de la fiscalité. Cela, au niveau de notre membership, représente un manque d'équité entre le Mauricien et l'étranger. Donc nous faisons face aujourd'hui à un système de taxation du personal income à 3 niveaux. Pour le même job, certaines personnes paieront 0%, d'autres 15% et d'autres jusqu'à 43%, en incluant les charges du CSG. Le point dedans, c'est que cela ramènera aussi pour nous un frein par rapport à l'attractivité de l'île Maurice pour les talents, à un moment où nous avons besoin des talents pour grandir, pour développer l'innovation. N'oublions pas que tout cela s'ajoute au Covid Levy, qui sera payable pour les entreprises qui ont bénéficié d'un soutien de GOAS ces derniers mois. Donc les nouvelles charges sont de 0,3% pour un nombre de sociétés et de 0,1% pour d'autres sociétés. Déjà, nous comprenons donc que par rapport à cela, les sociétés qui sont les compagnies d'assurance, les institutions financières, les prestataires de services et les sociétés immobilières paieront 3%, et les autres sociétés, excluant ceux du tourisme et du global business, vont payer 0,1%. Par rapport au global business, nous sommes conscients et nous voyons le travail qui est en train d'être fait au niveau des strategic deficiencies, mais n'oublions pas que ça ne fait pas très longtemps que nous avons travaillé pour nous mettre en fonction d'une intégration par rapport aux sociétés domestiques et sociétés de global business. Et nous ne voudrions pas non plus que ce type de taxation nous défavorise à ce niveau. Un point sur le CSG, sur la contribution sociale généralisée.
nous estimons aux premières estimations que c'est 3 à 6% pour une société qui, moyenne, peut aller jusqu'à 4,4% de son payroll cost. Et si nous ajoutons à cela le PRGF qui ne tardera pas à prendre effet, les charges sociales pour nos entreprises deviennent extrêmement difficiles. Il y a aussi un point sur la taxation qu'il nous faudrait clarifier allant de l'avant, en ce qui s'agit de gross income. Donc, ce revenu brut demande à être bien expliqué, à être bien clarifié, afin que nous arrivions à mieux calculer tout impact que ça peut avoir sur nos marchés. Peut-être un point sur les marchés, sur les nouveaux marchés. Nous voyons pas mal d'initiatives au niveau de l'Afrique. Et quand il s'agit de l'exportation, quelques schemes pour d'autres pays. Par rapport à l'Afrique particulièrement, l'Afrique reste un élément très fort de notre croissance allant de l'avant. Et pour nous, un engagement public-privé pour travailler sur cette stratégie Afrique est extrêmement importante, tout comme une accélération de la mise en œuvre du Africa Free Trade Continental Agreement. Probablement, il y a eu mention dans le budget d'un modèle pour attirer les talents africains. Nous espérons qu'en revoyant ces différentes formules de taxation, que nous pouvons arriver à un moment où l'île Maurice pourra effectivement être ce magnet pour attirer les talents mauriciens, diaspora et africains. Je vous remercie. Merci. Est-ce que je peux passer la parole maintenant à M. Pradip Dawson, le COO de Business Mauritius, pour une intervention sur le social capital. Merci Kevin. Bon après-midi tout le monde. Concernant les enjeux dans le monde du travail, dans le budget, nous avons vu que le ministre des Finances a procédé par des réformes. Et une de mesures fortes qu'il a annoncées, c'est la mise en place d'une contribution sociale généralisée à partir de septembre 2020. On regrette un petit peu qu'il n'y a pas eu assez de consultations sur ce sujet, mais on comprend que cette mesure va entrer en vigueur à partir de septembre. À partir de maintenant jusqu'à septembre, peut-être on va travailler avec les autorités pour en savoir plus. Déjà, je souhaiterais juste situer un petit peu que oui, certainement, il faudrait avoir des réformes dans le domaine des pensions, de la protection sociale, parce que comme l'a dit Kevin, déjà les entreprises mauriciennes contribuent pas mal concernant la protection sociale à travers le NPS, NSF, le Training Levy, le PRGF qui va venir, et tout récemment, il y avait eu aussi le Levy, Covid Levy. Et dans certains cas, il y a les Employees Welfare Fund ou Industry Welfare Fund. Alors, une réforme dans la protection sociale, c'était long overdue. Le NPF a été démantelé et aujourd'hui, on demande aux entreprises de combler les manquements de l'inefficacité du système de NPF jusqu'au présent. Malheureusement, cette demande auprès des entreprises intervient à un moment de crise où les finances des entreprises sont un peu dans le dur. Et de par la mesure qui a été annoncée, on n'a pas assez de détails, surtout concernant le taux de financement. Ça a été annoncé, mais le niveau d'avantages et de bénéfices que vont recevoir les bénéficiaires, on ne connaît pas trop. Il n'y a pas eu la réforme tant attendue concernant la pension universelle. Peut-être ça va venir un peu plus après. Il faut aussi comprendre qu'au niveau du privé, il y a pas mal des entreprises qui ont des plans de pension. Et dans certains plans de pension, aujourd'hui, il y a la nécessité pour bouger d'un Defined Benefit Scheme à un Defined Contribution Scheme. On attendait à quelques amendements ou des facilités et peut-être on va retravailler avec le régulateur, la FSC, afin que les entreprises puissent faire cette conversion.
Le deuxième volet que je souhaiterais prendre cet après-midi, c'est les lois du travail. Alors, force est de constater que le Workers' Rights Act est entré en vigueur il y a à peine 6 mois et déjà, il y a une deuxième série d'amendements qui se pointent. À ce jour, il y a à peu près une vingtaine d'amendements déjà programmés ou déjà déclarés concernant le Workers' Rights Act. Ceci démontre clairement que les dispositions du Workers' Rights Act, c'est pour une situation normale. Durant une période de crise, notre loi du travail n'est pas assez flexible. Dans le budget, on attendait un peu des mesures concernant le flexi-time, le flexible working arrangements, le work from home, de mesures incitatives pour les entreprises parce que travailler, le télétravail, ça demande un investissement pour les entreprises et aussi une préparation pour les employés. Alors, on avait fait aussi des demandes concernant le Work from Home Readiness Program, mais à travers les contacts que nous aurons, les consultations que nous aurons avec le HRDC, nous pensons que des programmes de formation dans ce domaine-là pourraient être organisés. La dernière chose que peut-être je veux prendre, c'est aussi, il y a la mise en application d'une mesure concernant le chômage technique. Ça, c'est une mesure bien appréciée. On avait fait demande d'une mesure similaire à partir de mars, juste après le confinement. Peut-être il faut étendre cette mesure-là à plus de secteurs et pas seulement pendant les 6 prochains mois. Et aussi permettre aux entreprises de mieux faire la formation si jamais les employés partiront à la retraite ou seront made redundant. Je vais m'arrêter là-dessus, mais au niveau de flexibilité dans le monde du travail, peut-être on va travailler davantage avec le gouvernement pour trouver des solutions pour les entreprises. Je vous remercie. Merci. Merci Pradip. Maintenant, j'invite Michaela Paya de nous parler sur Sustainability de Business Mauritius. Bonjour à tous. Donc sur la dimension Sustainability, on aimerait partager cela avec quelques thématiques qui étaient dans nos recommandations budgétaires au niveau de Business Mauritius, la thématique de la transition énergétique, où il nous semble qu'il manque quelques mesures importantes, et notamment sur le Biomass Framework et donc la rémunération de la bagasse dans la transition énergétique. On note des évolutions sur le photovoltaïque, mais reste à voir les précisions, guidelines au niveau du Central Electricity Board. Sur le cadre régulateur de l'énergie, on note le URA qui pourra commencer une phase de licensing, mais il reste aussi à préciser ce qui se passe au niveau de l'Electricity Act de 2005. Une autre thématique dans cette dimension sustainability, c'est l'économie circulaire. On voit de bonnes avancées en matière de gestion des déchets, tri à la source, déchetterie, et même l'introduction de la responsabilité élargie du producteur sur certains types de déchets. Il y a encore quelques clarifications à apporter pour voir l'économie circulaire réellement devenir un pilier de notre économie. Autre thématique sur sustainability, c'est la biodiversité et le changement climatique. On voit des actions assez importantes sur la réhabilitation des zones côtières, littoraux, plages et les coraux. Il y a quand même des actions aussi qu'il faut prendre en considération pour la suite sur la gestion de la biodiversité terrestre, les forêts qui étaient dans nos recommandations, et un point qui reste aussi à préciser au niveau des annexes du budget sur la gestion des IAE. Donc, on note aussi un dernier point sur sustainability, c'est l'absence de la gestion de la mobilité dans le développement durable, la mobilité électrique ou autre type de mobilité. Mais maintenant, présentation par secteur, j'invite vice-président de la MCCI, Guillaume Hugner, qui va nous donner ses remarques. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la MCCI, nous notons... J'ai résumé 9 points qui, je pense, sont les points importants. D'abord, nous notons favorablement la valorisation des produits mauriciens avec le label Made in Maurice qui va être mis davantage en valeur. Cela également accompagné d'une mesure afin de promouvoir les produits mauriciens dans les supermarchés avec des espaces
spécialement alloués. Il faut savoir qu'on parle d'environ 10% d'espace, c'est environ le volume déjà actuellement le cas dans les supermarchés, mais ça va générer davantage la visibilité sur les produits mauriciens. Et cette mesure est également accompagnée par des mesures de valorisation de l'industrie agricole. Donc l'agro-industrie et l'industrie agricole et la culture donc seront valorisées et amèneront, j'espère, la croissance nécessaire à ces secteurs. Nous notons également des plans dans la réindustrialisation de notre parc industriel. Malheureusement, il semble que le plan n'est pas suffisamment défini et structuré. Nous sommes toujours dans l'attente d'un vrai plan de relance structuré avec le cadre légal approprié, possiblement des zones définies et des secteurs définis. Accompagnant le développement du secteur de l'industrie, il est nécessaire de promouvoir davantage le secteur de la recherche, du développement et de l'innovation. Pour cela, il faudrait arriver à mieux cadrer l'octroi de licences, de patentes, de recherche, d'enregistrement de recherche et de nouveautés. Donc cela reste à être défini. Nous notons également une avancée vers le commerce en ligne, mais comme nous l'avions déjà dit, il faut aujourd'hui arriver à mettre le cadre légal afin de promouvoir ce secteur et surtout d'assurer la protection des consommateurs. Aujourd'hui, il manque certaines structures de protection des consommateurs par rapport aux produits achetés. Donc, je pense que si on veut que le e-commerce se développe comme il faudra mettre en place le cadre légal qui va régir et promouvoir ce secteur d'activité. Dans le secteur du Ease of Doing Business, la facilitation des affaires, nous notons et nous saluons l'arrivée d'un Single Maritime Window pour faciliter les importations et donc réduire les temps et également les coûts par rapport aux importations et donc rendre des produits plus accessibles à Maurice. Pour accompagner l'industrie d'exportation, je sais que mes collègues en parleront également tout à l'heure, mais par rapport à la réindustrialisation et l'industrie de l'exportation, je pense qu'il faut mieux définir un Air Cargo Strategy. Aujourd'hui, comme vous savez, l'accès aérien est fortement touché, donc je pense qu'il est important pour redynamiser le secteur dans le court terme de définir clairement l'accès sur les marchés. Et puis, finalement, nous saluons l'initiative pour la création d'entrepôts en Afrique. Nous avons noté des entrepôts dans les marchés cibles de la Tanzanie et du Mozambique, donc des entrepôts qui seront garnis de produits mauriciens afin de valoriser l'industrie mauricienne. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Maintenant, j'invite Patrice Robert, président de la MEXA, de nous adresser. Je crois que ce que je voudrais faire, c'est peut-être vous parler un peu des mesures sur le court terme et puis vous parler aussi du long terme. Donc, dans le court terme, nous avons noté des mesures de soutien qui ont été introduites ou reconduites, notamment le Air Freight Support Scheme. On a aussi noté des réductions au niveau des frais portuaires, ce en deux tranches, une première tranche de 6 mois et une seconde tranche de 6 mois. Cela a été évidemment très bien accueilli par les exportateurs. Guillaume vient de parler du Africa Warehousing. On pense vraiment au niveau de la MEXA que ça peut aider certains exportateurs à se positionner sur le marché africain. Et ensuite, sur le court terme, on a aussi tout l'accompagnement au niveau du credit support pour les exportateurs, très important, surtout en ce moment, d'avoir une reconduction du support sur l'assurance crédit. Donc, pas mal de nouvelles sur le court terme. Évidemment on a déjà parlé du MIC. Le MIC, évidemment, est un instrument essentiel au soutien des entreprises. Donc, cela va certainement beaucoup aider. Ensuite, sur le long terme, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous avons de vrais défis dans l'industrie manufacturière. Il faut réinventer ce secteur d'activité.
Donc nous notons positivement le fait qu'on a nommé un consultant international qui aura comme objectif donc d'étudier cette réinvention. Je crois que c'est très très important. Il faut bouger vite. Donc ça c'est prévu donc pour d'ici la fin de cette année-ci. Mais pour se réinventer, il faut que l'environnement, il faut un conductive environment. Je crois que Kevin en a parlé relativement longuement en début de l'intervention. C'est très important que les entrepreneurs mauriciens à l'export puissent bénéficier de ce conductive environment qui comprend notamment des sujets de fiscalité, de coûts et donc tout ce qui compte donc pour l'entrepreneur pour développer et produire à l'île Maurice. Donc voilà un petit peu au niveau de la MEXA pour les quelques commentaires donc, sur le court et le plus long terme. Je vous remercie. Oui, ça va. Maintenant, je donne la parole à Harold Meyer, qui préside notre comité sur Inclusive Growth, pour ses commentaires. Donc, au niveau du Inclusive Growth, on note que c'est un budget de continuité. Ce gouvernement-là, depuis déjà pas mal de budgets, a mis beaucoup de mesures positives pour protéger ceux qui sont au bas de l'échelle. Et je pense qu'il y a un consensus national sur ce sujet qu'avec le Covid, il faut à tout prix quand même protéger toutes les familles vulnérables. Et dans ce budget, il y a effectivement beaucoup de mesures fortes, dont je citerai probablement les 5 principales. Donc la première, c'est de ce fonds de 15 millions qui sera utilisé sur les 6 prochains mois pour compenser avec un minimum de 5100, mais si je comprends bien, ça va augmenter, aussi dépendant des jobs, ceux qui perdent leur emploi ou ceux qui sont en chômage technique. Donc ça, c'est absolument essentiel, puisqu'effectivement, il y aura quand même beaucoup de baisse de revenus pour beaucoup de familles. Le second point qui est quand même très positif, c'est la consolidation de tous les acquis. Donc, je dirais tous les negative income tax, la pension, le minimum wage, le 13e mois, pour ceux au bas de l'échelle, ont été garantis. Il y a aussi le subside sur le riz et la farine qui vont permettre de maintenir les prix et une réduction de 15% du prix du gaz ménager, qui est extrêmement important pour ces familles. Il y a les projets de logement, donc 12 000 logements, avec 60% de subside sur les repaiements pour des familles gagnant moins de 30 000 roupies. Donc ça, dans un contexte où il y a un vrai problème de housing, c'est une mesure extrêmement bienvenue. Et le 5e que je citerai, c'est les 10 milliards de la DBM qui sera adressé principalement à la fois aux self-employed ou aux petites entreprises à des taux d'intérêt de 0,5%. Et beaucoup d'autres petites mesures, je dirais, qui fait une part belle aux familles vulnérables. Il y a 2 points, par contre, qu'on souhaiterait relever. Il y a une 6e mesure qui est très positive, c'est la venue d'un nouveau social register pour les familles en condition de relative poverty. Donc, comme vous savez, le SRM à l'île Maurice, le Social for Register Mauritius, a été mis en place pour cater pour les familles en absolute poverty, quelques 12 000 familles, mais il est plus ou moins connu qu'il y a plus de 20 000 familles qui sont en situation de relative poverty et qui ont besoin d'une façon ou d'une autre d'un accompagnement. Donc, on welcome, je dirais, l'arrivée de ce nouveau Social Register. Et au fait, on fait un appel aux autorités pour vraiment ouvrir un dialogue très large avec les ONG, les forces vives et le comité du Inclusive Growth de Business Mauritius, afin que d'une part, les critères et d'autre part, les accompagnements qui auront lieu à ces familles dans le registre de relative poverty soient à la hauteur des besoins. Et finalement, le dernier point, c'est que dans cette période de Covid et de vulnérabilité sociale, plus que jamais, on aura besoin du financement des NGOs, des ONG, qui font un travail énorme sur le terrain. Et avec la baisse de rentabilité des compagnies qui vont suivre la crise, on a un concern pour, si pas cette année, si l'année prochaine, par rapport aux revenus des NGOs. Donc, on souhaite que ce point soit adressé afin que le financement des ONG à travers la NCIF puisse au moins être maintenu au niveau du passé. Donc, voilà pour les commentaires sur les Inclusive Growth. Merci Harold. Maintenant, je donne la parole à Yanis Feder, président de l'AMM.
Au niveau de l'AMM et du Made in Maurice, nous accueillons favorablement, bien sûr, les mesures et les bonnes initiatives du gouvernement dans les grandes lignes, tant au niveau export promotion que import substitution. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'aspect export promotion, qui a déjà été couvert par mon collègue Patrice de l'AMEXA. Par contre, sur les mesures du import substitution qui touchent tant le local production que notre marque Made in Maurice, les mesures à noter sont principalement le Buy Mauritian Programme, le Minimum Shelf Life pour les imported products, la législation, l'imposition de quotas sur des produits importés pour promouvoir davantage le Made in Maurice, la mise en place du National Food Security Programme, les incentives pour les investissements, le tax credit sur les investissements, qui est importante aussi pour redynamiser un petit peu le secteur. Et pour finir, une des mesures phares, c'est l'augmentation du once-off Made in Maurice Grant Scheme, qui passe de 5 000 roupies à 50 000 roupies, donc qui permettra aux petites et moyennes entreprises de bénéficier davantage du branding du Made in Maurice. Malheureusement, il y a quelques points négatifs à faire ressortir sur le budget. La clé ou la survie d'une entreprise, forcément, est sa compétitivité. Le changement au niveau de la contribution du plan de pension, tant elle était nécessaire, mais le timing est quand même, nous pensons, un peu mal choisi. Cela va rajouter à la charge forcément de nos entreprises et faire glisser notre compétitivité. Compétitivité pourquoi? Compétitivité pour protéger notre marché local, donc par rapport à l'import, donc pour être compétitif par rapport aux produits qui rentrent, mais aussi compétitivité par rapport à l'export. Donc pour pouvoir exporter sur différents continents, c'est notre ambition d'exporter davantage. Si on rajoute à nos charges, forcément, on perd de notre compétitivité. Le Solidarity Tax, sur le principe, nous acceptons et nous comprenons le fait de mettre un Solidarity Tax, qui est tout à fait normal. Cependant, on trouve que de passer de 5% à 25% est quelque chose d'exagéré, est un peu excessif. Nous notons malgré tout la bonne intention du gouvernement et nous souhaitons mettre en place un comité avec le ministère concerné ou les ministères concernés pour travailler davantage dans le détail et l'implémentation de ces mesures, parce que dans le budget, ça couvre un petit peu plus en général chez les actions, et donc on souhaiterait travailler étroitement avec le gouvernement pour l'implémentation de ces actions. Voilà, merci. Merci Yanis. On est en train de run behind time, hein. Donc je demanderai gentiment à tous les intervenants d'être brefs. Donc j'invite maintenant Jocelyn Kwok, CEO de l'ARIM, de partager ses commentaires. Merci Président. Je vais être rapide, hein. Donc la situation dans le tourisme est connue. L'aéroport a fermé le 19 mars, mais bien entendu, nous, en tant que secteur, nous étions déjà affectés par un certain nombre d'interdictions qui nous frappaient dès la fin janvier avec la Chine, puis ensuite l'Italie et la Corée du Sud. Donc cela veut dire quoi pour nous? Des annulations et des remboursements. Et bien entendu, rien sur le carnet de commandes pendant un certain nombre de mois. Donc l'État n'a pas été insensible à cet état de choses et dès la mi-mars a mis en œuvre un certain nombre de mesures. Et ces mesures ont déjà donné un peu le ton de ce qu'on pouvait attendre comme soutien temporaire par rapport à cette crise. Donc le budget, les discours budgétaires d'hier s'inscrivent un peu dans cette chronologie des choses qui se produisent et nous retiendrons trois choses essentiellement. D'abord, je crois que le discours budgétaire identifie l'urgence du moment, c'est-à-dire la réouverture de nos frontières et aussi bien donc être préparé à accueillir donc à nouveau les touristes. L'ARIM s'engage déjà dans les conversations et des consultations et nous avons vraiment l'intention, lorsque nous allons réclamer l'ouverture de manière formelle, de le faire de manière pleinement responsable afin que la peur du Covid cède la place à une sorte de gestion raisonnée des risques associés à cela. Donc, deuxième élément, le discours budgétaire vient encadrer toute la discussion qu'on a depuis un certain nombre de mois sur le chômage technique et le soutien aux entreprises par rapport à l'absence de revenus
et les problèmes de trésorerie. Donc, depuis 2 mois et quelques, il y a eu pas mal de discussions sur les apports en capitaux frais et le soutien au chômage technique. Hier, le discours budgétaire vient encadrer enfin ces discussions en mettant donc autour de la table le MIC, la DBM, le ministère du Travail, la MRA et la Tourism Authority. Donc c'est une excellente chose et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et troisième élément, le discours budgétaire vient accorder certaines mesures qui nous allègeraient. Donc je citerai en premier lieu l'exemption de loyer par rapport au baux sur les terrains de l'État et dans une deuxième mesure, l'exonération des paiements de licence pendant 2 années suivantes. Voilà. Essentiellement, c'est ce que nous retenons pour le discours budgétaire de hier. Il y a encore beaucoup à faire. Merci. Merci Jocelyn. Maintenant, j'invite Jacqueline Seusier de MCA pour ses commentaires. Bonjour à tous. Dans le secteur agricole, tout en reconnaissant qu'il y a des mesures en faveur de la production locale ou d'augmenter notre résilience alimentaire, nous constatons qu'il y a encore des zones d'ombre sur le mode d'implémentation des mesures annoncées, mais malheureusement aussi des mesures absentes. La promotion du Made in Maurice, l'espace dédié aux produits locaux sur nos étagères, le Buy Mauritian Promotion, oui, ce sont de très bonnes mesures qui pourront être effectives qu'avec une bonne implémentation. Malheureusement, le grand absent dans cette promotion des produits locaux, c'est comment protéger notre production locale face aux importations. Des demandes avaient été faites pour l'introduction de levies sur des produits importés pour accompagner le développement de la production locale. Rien, le produit local sera toujours en compétition avec son homologue importé, souvent à moindre coût. Pour donner un exemple, l'augmentation de la taxe sur le sucre de consommation de 85 à 100% ne sera d'aucune aide pour les producteurs locaux, d'aucune aide pour protéger notre production locale si cette taxe n'est pas accompagnée d'un levier, puisqu'il faut noter que la majorité des sucres importés proviennent de pays de la COMESA ou de la SADC pour laquelle ils ne payent pas de taxes. Donc, back to square one pour le sucre. Si nous parlons de protéger les produits locaux, pourquoi rien sur la bagasse? C'est la première production agricole locale, quand même, donc injustement rémunérée. Ce n'est pas la première fois que cela est mentionné par les producteurs locaux, mentionné également par plusieurs consultants étrangers. Analyse après analyse, rapport après rapport, la même recommandation revient, la bagasse est injustement rémunérée. Dans un secteur cannier qui aujourd'hui est à l'agonie, il est urgent que la juste rémunération de cette bagasse pour tous, usiniers compris, soit à l'ordre du jour. Le parent pauvre du secteur cannier, c'est l'industriel, la clé de voûte de la production cannaire, mais aujourd'hui à l'agonie pour seul revenu 22% du sucre qu'il produit. La rémunération de 25 000 roupies la tonne de sucre pour les premières 60 tonnes de sucre est sans aucun doute une bonne chose pour les petits planteurs. Mais pourquoi une aide aussi ciblée pour uniquement 15% de la production nationale, alors que les autres producteurs ne s'en sortent pas et ne sont pas entendus? Il est vrai que nous attendions beaucoup du rapport de la Banque mondiale. Rapport et analyse toujours attendus. La Covid est sûrement la raison derrière ce retard, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de cette pandémie. Pour conclure, les producteurs sont très inquiets et le sont d'autant plus que les réformes nécessaires et demandées ne sont pas à l'ordre du jour, mais ils vont être impactés par d'autres réformes nationales, entre autres celles du plan de pension, qui auront des conséquences sur la survie de l'entreprise. Merci. Merci Jacqueline. Maintenant, j'invite Roshan Sitwal, président de l'UTAM. Bonjour à tous. Je vous rappelle que le secteur ICT-BPO aujourd'hui emploie plus de 25 000 personnes et que dans le BPO, vous avez plus de 12 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur. Et on note quand même quelques bons points pour dire, pour commencer, c'est-à-dire que le ministre a parlé du Data Technology Park, du Digital Transformation Agency et aussi mention faite pour le Data Driven Economy. Mais ce qui est important dedans, c'est d'avoir un calendrier pour la mise en application de ces projets. Sinon, tout ça va rester comme des discours dans les annales.
Le ministre a aussi fait mention, il parlait de solutions à court terme, à moyen terme et long terme. Mais malheureusement, on ne voit pas grand-chose à court terme pour le secteur BPO. On rate, pour moi, aujourd'hui, on rate une occasion de faire de l'île Maurice une destination attractive et compétitive par rapport au marché européen aujourd'hui, parce que la compétition aujourd'hui n'est pas en Afrique. La compétition, pour nous, nos compétiteurs sont en Afrique de l'Est. Par exemple, on n'a pas eu vent qu'il y aurait une baisse sur les bandes passantes, parce qu'aujourd'hui, avec le coût des opérations à l'île Maurice, les coûts des salaires, les coûts des rentals des bâtiments, avec le coût des bandes passantes, aujourd'hui, ça pèse assez lourd pour les entreprises. Et à côté de nous, aujourd'hui, si Madagascar en a aujourd'hui piqué, il faut dire, de l'île Maurice, 7 000 à 8 000 positions, c'est un peu parce que par manque de compétitivité. C'est-à-dire qu'on rate une occasion en or aujourd'hui. S'il y avait une baisse sur les bandes passantes, on aurait pu quand même remonter la pente. Il n'y a pas eu aussi des incitatives pour accélérer le work from home. Pendant le lockdown, dans le secteur, quand j'ai précisé 25 000 personnes, plus de 50%, c'est-à-dire entre 13 000 et 14 000 personnes étaient en télétravail, c'est-à-dire le work from home. Le work from home a été fait un peu à la va-vite, mais aujourd'hui, il faut créer les conditions. Il faut créer ce work environment. Il faut apporter un work culture. Le culture de travail doit être amélioré. Alors, tout ça n'a pas été fait mention. Et j'espère que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les autorités vont prendre en considération ces demandes et qu'il y ait des réunions de travail qui se fassent. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être être plus compétitif par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Merci bien. Merci, Rochane. Maintenant, j'invite Nicolas Pouillet de Baseca pour ses commentaires. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Le Building and Civil Engineer Contractor Association Baseca a pris connaissance du budget d'État présent hier par le ministre Piedaya Chia. Dès le début du discours du budget, le ministre des Finances a redonné au secteur de la construction ses lettres de noblesse, the engine of our recovery. Et ce secteur clé de l'économie a été le fil conducteur. De prime d'abord, le budget public alloué au secteur de la construction est une forte hausse, en ce qui est bien sûr favorable à notre secteur particulièrement affecté à la crise de COVID-19 et à la baisse des investissements privés qui représentent près de 75% des financements de notre industrie. Nous accueillons très favorablement le projet de social housing. Nous souhaitons que le projet de ces 12 000 maisons soit rapidement implémenté et alloué qu'aux Mauriciens et auront du travail pour les 3 prochaines années. La promotion de Made in Mauritius pour les projets de moins de 300 millions est une mesure également favorable. Nous pensons qu'elle devrait être généralisée aux plus grands projets en réintroduisant et en renforçant le margin of reference qui privilège de l'emploi mauricien. L'exigibilité de la TVA sur base de pay when paid est une disposition juste et évite aux entreprises d'avancer la TVA avant d'être payées. Une telle mesure sera la bienvenue pour les contrats privés. La réduction des délais de paiement pour les projets de moins de 300 millions est également une saine disposition. Nous souhaitons qu'elle soit étendue à l'ensemble des contrats publics et privés. L'annonce de 34 projets de valeur de 62 milliards et autres divers projets de construction est juste et très bon signe donné au secteur de la construction et à plus grande échelle à l'économie mauricienne. Nous attendons que l'économie Development Board facilite au plus vite les démarches administratives afin que le secteur puisse sauvegarder les emplois de toutes parties prenantes. Le gouvernement a également proposé certaines mesures fiscales initiées permettant de soutenir le développement de projets immobiliers et l'accès à la propriété. Quant à la fiscalité additionnelle sur les entreprises générant une activité de plus de 500 millions, il est pénalisant puisqu'elle s'applique sur le chiffre d'affaires, 0,1% d'un secteur à faible marge et non sur les bénéfices réalisés.
Il est important de faire ressortir que la construction est un écosystème complexe où petites, moyennes et grandes entreprises sont interdépendantes. Les savoir-faire de chacun sont spécifiques et complémentaires. Aussi, nous attendons plus de détails sur le nouveau système de pension qui sera un coût additionnel à notre masse salariale et analyserons plus en profondeur l'impact de ce budget sur ce secteur d'activité. Globalement, le budget d'État 2020-2021 est favorable à l'industrie de la construction. Merci. Merci Nicolas. Maintenant, je passe la parole à Alain Lomine, président de la MBA à travers Zoom. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Au niveau du secteur bancaire, nous certainement accueillons favorablement cette volonté forte du gouvernement d'adresser les 5 déficiences énumérées plutôt identifiées par la FATF. Je pense que c'est essentiel si nous voulons avoir un secteur financier qui soit solide et qui prospère dans les années à venir. Alors, il y a peut-être une mesure qu'on a vue un peu dans les différentes sections, mais que je vais reprendre sous le label digitalisation. Je pense que c'est une occasion pour nous d'augmenter la productivité globalement, non seulement dans le secteur bancaire, mais aussi dans les autres secteurs, en adoptant tous les moyens digitaux. Alors, il y a pas mal d'initiatives pour promouvoir le digital banking. On parle de le centralized KYC, le crédit bureau qui va être revu, mais aussi le Mauritius Digital Transformation Agency qui va être sous l'égide du PMO, qui va permettre justement à ce que on regarde la digitalisation dans un écosystème global. Ça ne suffit pas qu'un secteur soit efficient, mais il faut que l'ensemble des écosystèmes soit branché et qu'on puisse avoir la digitalisation across all different entities. Là, le MIC, je crois qu'on commence à avoir un peu plus de visibilité, mais on doit encore chercher plus de clarité sur le plan du MIC. On sait qu'au départ, on avait parlé beaucoup sur comment aider les entreprises à surmonter la crise, mais aussi on a vu dans le budget quelque chose qui a été annoncé, c'est comment le MIC va aider aussi à certains secteurs comme l'industrie pharmaceutique et aussi l'industrie, le Blue Economy, que le MIC va investir dans ces secteurs. Mais par contre, on attend à voir qui seront les acteurs, les economic operators qui seront intéressés à le faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart de nos acteurs économiques aujourd'hui sont déjà dans des difficultés à essayer dans cette crise de trouver du cash flow pour leurs entreprises. Et dans ces temps difficiles, on pense que ça va être un peu compliqué pour qu'on intéresse les opérateurs locaux dans ces nouvelles activités. Et finalement, je dirais aussi que le secteur financier dépend beaucoup des ressources, dépend beaucoup du manpower, dépend beaucoup de skills. Et avec la solidarity levy qui est à 25%, finalement, la fiscalité top rate sera à 43% avec le prélèvement pour la pension. Malheureusement, on va avoir des difficultés à pouvoir trouver des compétences, des ressources pour pouvoir aider au développement du secteur financier, parce que non seulement nos ressources qu'on pouvait attirer de l'extérieur
les Mauriciens qui sont à l'extérieur, qu'on pouvait les attirer. Même s'il y a le scheme pour les overseas, pour les returning residents, mais il y en a d'autres qui étaient intéressés de retourner à Maurice parce que justement avec une fiscalité plus légère. Et en plus, avec l'attrait maintenant que certains centres financiers vont représenter, ben on risque aussi de perdre quelques ressources, la brain drain de nos secteurs. Pour conclure, je dirais que les banques vont jouer pleinement leur rôle, comme on a toujours joué, à aider les entreprises à surmonter la crise, mais aussi à participer dans la relance économique. Merci. Merci Alain. Last but not least, j'invite Vassish Ramkelawan, CEO de IAM. Merci Président et bon après-midi à tous. Au niveau de l'Association des assureurs, il est très important pour moi de faire ressortir qu'aujourd'hui, le secteur d'assurance est fragilisé. Que ce soit dans le côté général ou dans le côté assurance vie et long terme, avec les coûts de réclamation qui grimpent et aussi avec les investissements qui ont chuté considérablement. Ceci dit, la première chose qu'on note dans le budget, et je crois qu'il y a consensus quand même, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un pension reform qui est plus juste et soutenable. Ok, je crois là-dessus, on a une parfaite accordité avec, je dirais bien, la volonté du gouvernement de bouger de ce qu'on appelle un système de old age pension à un système qui est beaucoup plus basic retirement pension, où une personne arrivée à l'âge de la retraite se voit retraitée de son travail, mais pas de sa vie. Ça, c'est très important. Mais en ayant dit cela, il faut quand même faire ressortir que le système proposé est un pay-as-you-go système qui a un coût énorme sur les entreprises. Donc, pour assurer que le système soit vraiment juste, soit vraiment soutenable, il faudrait éventuellement que la réforme soit faite avec la participation des compagnies d'assurance. Et une autre chose positive qu'on note, c'est que le gouvernement a parlé beaucoup de la relance d'investissement et de l'économie qui doit impérativement être soutenue par le développement continu du marché financier. Et pour cela, il est très important que les compagnies d'assurance soient partie prenante, encore une fois, dans les initiatives et réformes pour soutenir non seulement l'environnement économique, mais aussi le paysage social de l'île Maurice de demain. La troisième chose que je voudrais faire ressortir, c'est qu'on a parlé beaucoup de l'implémentation du Financial Roadmap avec l'idée d'avoir des produits innovants. On a parlé du Insurance Wrapper as a new product. On accueille favorablement, mais n'empêche qu'il faut faire plus. On a plus à faire et il est vrai que le secteur financier a une contribution qu'ils peuvent apporter au développement du pays. Et avant de finir, je voudrais faire ressortir une chose, c'est qu'au niveau de l'association, on a toujours été pour une contribution du secteur pour les réformes nécessaires dans le secteur qui seraient éventuellement à l'avantage des policyholders et des consommateurs. Mais avoir un taxe sur certaines compagnies et surtout sur le gros premium peut éventuellement emmener ce qu'on appelle un unfair competition dans un environnement où le secteur est déjà très compétitif et détruire cet aspect de level playing field qu'on a toujours milité et assuré à notre niveau. Je vous dis merci. Merci Vassish. Ceci conclut la présentation de tous les partner members. Comme vous l'avez entendu, il y a des mesures qui ont été annoncées pour certains secteurs qui sont bénéfiques. Il reste à savoir comment on va les implémenter. Mais aussi, on a entendu de plusieurs intervenants de différents secteurs
the real challenges, the real concerns qu'on a avec quelques mesures qui ont été annoncées, qui va faire de l'érosion de la compétitivité des entreprises, les risks of failures of companies, pour des entreprises qui sont déjà en grande difficulté. Et la réforme de la pension de fiscalité va apporter un layer additionnel de coûts. Donc on a besoin avant tout un strong boost aux entreprises et à l'économie. Et aussi on note avec inquiétude le cost of doing business de Maurice en train d'augmenter. Donc pour conclure, je souhaite réitérer un peu, encore une fois, le commitment de Business Mauritius à continuer à travailler étroitement avec le gouvernement. Nous l'avons fait dans le passé avec succès. Et aujourd'hui, avec cette crise sans précédent que nous traversons, c'est encore plus important qu'ensemble, nous allons rebondir. Donc maintenant, on invite les questions de la presse si on a. Il n'y a pas de questions, mais on demeure à votre disponibilité. Donc après, vous allez avoir un summary de ce que nous avons partagé. Encore une fois, merci de votre présence, de votre attention. Je remercie tous les intervenants et tous les journalistes qui se sont joints à nous à travers Zoom. Et bonne fin d'après-midi. Au revoir.